pour justement faire gonfler le mouvement et lui ramener finalement, infûter ses arguments. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon sentiment, mais si on veut réellement peser dans les débats et amener nos sujets, il faut impérativement qu'on affûte nos arguments. C'est-à-dire qu'on va toujours nous renvoyer les mêmes balles à la tronche, qui est Nuit debout, c'est des punks à chiens, Nuit debout, c'est des comment ça s'appelle, c'est des inactifs, c'est des chômeurs et compagnie, et qu'on est finalement face à ce genre d'accusation identitaire, parce que c'est clairement une accusation identitaire qui force une identité à Nuit debout qui n'est pas la nôtre. Et comment répondre à ce genre d'accusation de manière collégiale et de manière ultra ciblée, qui finalement force la partie qui nous accuse d'être des chômeurs et des inactifs, ou des gens, comme il a été dit sur le périscope il n'y a pas longtemps, juste bons à se faire gazer. Non mais est-ce que tu peux juste me laisser finir, s'il te plaît? Laisse-le, c'est bon. Je vais conclure. Du coup, c'est pour moi, c'est ça qu'il faut justement garder à l'esprit quand il est question d'identité, de structure. C'est pourquoi on en est là. Si on n'arrive pas sur cette démarche-là, à savoir pourquoi on en est là, on ne trouvera jamais les moyens de changer la situation ou de l'améliorer. C'est tout ce que j'avais à dire. On aille tous en prison. Merci. Oui, bonjour. La proposition 1 sur la fin de cumul. À quel moment on peut réussir à se sentir dans un monde en harmonie face à tous les paradoxes de la vie quotidienne, et comment est-ce qu'on peut réussir à déconstruire ces choses-là pour être bien? Parce que j'avoue que moi je bosse dessus, mais c'est pas facile, c'est douloureux, et je suis pas persuadée d'arriver jusqu'au bout dans le bon sens en fait. Merci. Mais déjà, il n'y a pas de bon sens. Il n'y a pas de bonne manière. Il n'y a pas de résultat à arriver à rejoindre. Il faut simplement vivre. Vivre ce qui est, vivre ce qui se passe, et il va se passer des choses. Mais maintenant, avec la conscience que vous avez, comment dire, de ne pas être en harmonie, et si vous voulez juger l'harmonie avec votre conscience qui n'est pas en harmonie, c'est pas possible. Alors il faut arriver à se détacher. Voilà, c'est aussi le terme technique tibétain ou bouddhiste. Ne pas s'attacher à ce qu'on ressent, ne pas s'attacher à ses perceptions, ne pas s'attacher aux relations, au jugement qu'on se donne par rapport aux relations. C'est-à-dire les vivre, les ressentir pleinement, et attendre, voir qu'est-ce qui va se passer, comment mon corps, comment mon être va l'élaborer. Mais je ne peux pas le savoir à l'avance. Et je ne peux pas savoir, dire ah, quand j'aurais pensé comme ça va être le résultat. Moi, je ne sais pas le résultat. Parce que si je le savais, j'y serais déjà. C'est ça qui est difficile. C'est pas... Enfin, il y a des tas de choses que je voudrais dire, mais dans ce monde où à travers les médias, etc., tout change tout le temps, on est toujours habitué à penser toutes les 2 minutes quelque chose de différent, de percevoir un truc différent, on est toujours distrait par des tas de choses. En fait, c'est cette capacité d'écoute qui est inhibée. Alors, parler de paradoxe. Il faut arriver à inhiber l'inhibition. C'est-à-dire, déjà, ressentir ce qu'il y a à ressentir sans savoir ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est un problème culturel, parce que dans notre culture, quand on fait quelque chose, c'est pour avoir un résultat. Sinon, on est con. Ben là, non, c'est pas ça. Le résultat, c'est nous. Le résultat, c'est petit à petit, il se construit. Et il ne se juge pas, il se ressent. Et il y a des tas
comment dire, de manière d'évoluer dans ce sens-là. Mais peut-être la première approche, c'est d'inhiber ses perceptions. C'est-à-dire tout ce que je perçois, dire voilà, cette vache, elle est bleue. Mais est-ce qu'elle est vraiment bleue? Point. Alors tout d'abord, merci beaucoup Didier. Enfin, moi, tu me fais voyager intérieurement et c'est... Non mais j'adore parce que tu dis des choses extrêmement profondes, extrêmement complexes d'une façon très simple. Donc non, c'est juste... voilà. Oui, par rapport au système immunitaire, j'avais envie de rajouter quelque chose. Enfin, je trouve ça génial. Voilà l'idée. Le corps a son identité. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une identité qui est toujours en interaction avec l'environnement. Donc qui est toujours en train de se modifier, aussi en rapport avec l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur et les maladies, etc. Donc génial. Voilà, oui, il y avait juste un truc, mais finalement, enfin c'était juste dans la façon dont tu le disais, je l'ai mal entendu, parce que dans ce que tu as dit après, je pense qu'on va être d'accord. Quand tu dis c'est moi qui décide, et en même temps, voilà, en même temps ce n'est pas un but. C'est-à-dire ce que je décide, c'est de ne pas avoir de but, finalement, et de ne pas vouloir, presque, ou en tout cas de rester disponible à toute surprise. Voilà, se laisser envahir par ce qui se passe, sans, ça j'aime beaucoup, sans le fixer. Et alors moi j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'on a certes l'habitude de penser en termes de but, mais aussi en termes de catégorie. Ce qui fait que quand on ressent quelque chose, hop, on va le classer dans un truc, hop, c'est fixé, ça bouge plus. Alors que juste de le laisser passer, de rester dans la sensation du corps, de ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi le psychisme, hein, ça fonctionne aussi avec les idées. Voilà, quand on écoute quelqu'un parler, hop, on va avoir envie de mettre des trucs dans des catégories, de les classer, alors que laisser circuler. Puis alors, ce que j'aime beaucoup, c'est écoute, dans ce que tu dis, tu le fais en même temps, enfin on le ressent en même temps que ce que tu dis, donc c'est vraiment voilà, l'action avec la parole. Et juste, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit quand tu disais l'harmonie dans le monde extérieur. Alors c'est sûr que c'est pas l'harmonie dans le système humain, parce que le système humain n'est pas en harmonie. Enfin, en tout cas le système. Alors système humain, je veux dire le système social plutôt, enfin le système politique. Voilà, la façon dont ça fonctionne institutionnellement. Enfin voilà, c'est pas l'harmonie, elle est pas là-dedans. Elle est dans bien au-delà. Enfin voilà, dans la façon dont le monde fonctionne, dont les énergies circulent. Et c'est vrai que rechercher une forme d'harmonie dans le rapport entre les autres, vu qu'il est institué par énormément de choses, qui fait que les gens ne sont pas déjà, comme tu le disais, en rapport avec eux-mêmes, mais en rapport à des imaginaires précis, institués, des discours déjà présents, etc. L'harmonie, elle n'est pas dans les discours déjà institués, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Oui, c'est ça, la difficulté, c'est de passer de la pensée binaire à la pensée ternaire, disons. Mais je voulais vous lire un truc, parce que, bon, pour moi, j'ai quitté l'école à 14 ans pour aller bosser. Alors, la science, c'est pas trop mon truc. Alors, quand je vois des scientifiques qui pensent la même chose que moi, je dis, qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Alors, je vais vous lire un truc de ce fameux Edgar Morin, qui est encore vivant, qui bosse au CNRS, qui a tous les diplômes qu'il faut pour être défini un scientifique. Donc parlant de la pensée simplifiante, de la pensée binaire, il dit ainsi on arrive à l'intelligence aveugle. L'intelligence aveugle détruit les ensembles et les totalités. Elle isole tous les objets de son environnement. Elle ne peut concevoir le lien inséparable entre l'observateur et la chose observée. Les réalités clés sont désintégrées. Les disciplines des sciences humaines n'ont plus besoin de la notion d'homme. Et les pédants aveugles ont conclu que l'homme n'a pas d'existence sinon illusoire. Tandis que les médias produisent la basse crétinisation, l'université produit la haute crétinisation. Voilà, je crois que c'est clair. Alors, pour pas être crétin et devenir intelligent, on va passer à la pensée ternaire. S'il y a d'autres questions. Je voulais dire que c'est pas par hasard que je suis là aujourd'hui. Je suis contente d'entendre Didier qui parle de beaucoup de choses que je connais, Edgar Morin et ses métamorphoses, etc. C'est magnifique. Hier, j'étais au bois de Vincennes en train de parler de Sahaja Yoga, qui est une expérience de réalisation spontanée du soi,
gratuite évidemment, et qui permet de passer de notre état de conscience humain à un état un peu plus évolué de vibration. On ne sait pas déterminer exactement comment définir tout ça, mais il s'agit vraiment d'établir une harmonie entre nous, entre les plans supérieurs, entre nous et notre petite personne, c'est-à-dire entre le soi avec un grand S et le soi avec un petit s, entre nous et les êtres humains autour de nous, c'est-à-dire de donner une harmonie qui est absolument, je veux dire, le but de tout être humain en fait. Bon, je crois qu'effectivement on se pose une bonne question. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Où est-ce que ça me mène? On sait que notre monde est dans un état de totale confusion et beaucoup de gens se tournent vers la méditation. J'étais l'autre jour dans un wagon de première classe où on faisait de la méditation mindfulness. J'avais trouvé ça sur internet, je me suis dit tiens, je vais postuler, je vais aller voir ce qu'ils racontent. Je savais déjà un peu, hein. Mindfulness, pleine conscience. On vous fait une sorte de scan corporel, c'est-à-dire vous remontez des doigts de pied jusqu'au sommet de la tête. Mais après, il s'agit de comprendre s'il y a un petit blocage ici ou là et comment... Voilà. Et donc, comme par hasard aujourd'hui, j'habite pas loin, c'est la première fois que je passe par là. Je sais qu'il y a des méditations de Sahaja Yoga gratuitement le mercredi, j'ai même pas l'adresse, à 5 minutes d'ici. Et j'ai quelques tracts pour ceux que ça intéresse. C'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde et c'est vraiment actuel. C'est-à-dire maintenant, on est à un état d'éveil collectif de la conscience qui va avec un éveil individuel de chacun, en fait. Voilà. Oui, je voulais simplement rajouter que c'est important aussi de ne pas mettre d'étiquette, c'est-à-dire si je fais quelque chose, il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse de la gymnastique, il faut que je fasse de la méditation. Il n'y a pas il faut. Si je fais quelque chose, et puis si ça s'appelle yoga, tant mieux, mais si c'est pas du vrai yoga parfait, tant pis. Si c'est une vraie technique, c'est bien. Et surtout, il n'y a rien à payer. Si quelqu'un vous offre de vous enseigner quelque chose contre de l'argent, déjà vous pouvez dire c'est pas bon. Parce qu'il n'y a que moi qui peux y arriver à ma manière, à moi. Et je voulais juste vous lire en vitesse quelques auteurs qui m'inspirent. Bon, il y a Edgar Morin, il y a Ivan Illich, déjà vous pouvez, à propos de la santé. Il y a Gregory Bateson à propos de l'anthropologie. Daniel Goleman qui a eu pas mal de succès il y a quelques temps justement sur l'estime de soi, des choses comme ça. Non, celui-là, enfin oui, si, c'est de lui. Il y a Boltanski que je vous conseille beaucoup, un livre qui s'appelle De la justice et de l'amour comme compétence. Alors c'est pas du tout mystique, c'est vraiment terre à terre, mais ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ensuite il y a Korzybski qui date aussi de 60 ou plus d'années, qui était un peu des pionniers à propos du langage. C'est-à-dire que le langage et les mots nous séparent. Donc c'est pour ça que c'est important que quand on ressent des choses, quand on perçoit des choses, de ne pas mettre tout de suite des mots dessus. Parce que les mots nous divisent, les mots nous séparent. Les mots sont des pièges. Et ensuite, Lou Pasco, c'est un Roumain qui a démontré justement scientifiquement le ternaire, que le ternaire est possible. Parce que si on reste toujours dans le système aristotélien, tant qu'on y croit, on est dedans. Si quelqu'un démontre que non, il y a un autre système qui fonctionne, c'est déjà au moins on sait que ça existe. Ensuite, il y a Paulo Freire qui est un pédagogue et Jodorowsky qui est un tarologue. Oui, alors moi je considère que ce que tu viens de faire là, le topo, c'est une première à Nuit debout. Parce que c'est la première fois, Adèle, tu m'écoutes pas,
tu es pour quelque chose, si ce topo existe, c'est la première fois que la pensée complexe a droit de citer sur le territoire de la place de la République. Et jusqu'à maintenant, écoute, c'est la première fois que je vois au programme, pardon? Oui, non, mais c'est la première fois que je l'entends, donc je me plante là. Mais c'est la première fois que je vois annoncer une conférence sur la complexité. Donc, je pense que, alors la complexité, c'est pas dans le sens du petit Larousse illustré, c'est un petit peu plus compliqué. Ça vient d'Edgar Morin, effectivement. Mais M. Edgar Morin, il a un prédécesseur qui s'appelle Ilya Prigogine, qui est un savant qui a été précédé par un savant français qui s'appelle Bénard. Et donc, si vous voulez, moi je pense que Nuit debout relève de la complexité contemporaine et que c'est l'apparition de la complexité sur le territoire public. Et jusqu'à maintenant, ces théories sont soigneusement planquées, y compris par les marxistes. Moi, je me suis frité avec l'Institut Marx à Paris, qui refuse soigneusement de mettre la complexité à l'ordre du jour des conférences. Parce que le marxisme reste vrai à l'échelle locale, patron ouvrier ou patron employé, mais il devient faux si on examine la complexité du monde. Comment expliquer l'apparition de Staline, comment expliquer l'échec de Gorbatchev, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part dans les écrits théoriques du marxisme. Et comme ça défrise certains marxismes, on met ces théories sous le boisseau. Donc moi je n'arrive pas à exprimer mon point de vue au Parti communiste, c'est une des raisons qui ont fait que je me suis tiré. Mais par contre, je pense que j'arrête de parler si vous parlez. Tu prends le micro s'il te plaît. Moi je peux pas discuter comme ça. Donc je continue quand même. Nuit debout a cultivé la complexité et ne pas la restreindre, parce qu'il y a quand même aussi une tendance à Nuit debout à vouloir restreindre la complexité en essayant de faire que Nuit debout devienne utile. Seulement c'est utile, il dépend du point de vue de chacun. Alors pour 10 individus, on aura 10 utiles différents qui vont se rentrer dedans. Tandis que si on cultive la complexité, c'est-à-dire si on la développe, on va gagner une bataille énorme, parce que là on représente vraiment du neuf pour la société française et le reste. Merci beaucoup. Je vais te laisser répondre, du coup il y a plus de tour de parole si vous voulez réagir après. Elle va me dire, je vais le ressentir, ça va pas me fâcher, quoi qu'elle dise, même si c'est quelqu'un du Front National, comme on a entendu tout à l'heure. Mais au contraire, cette réaction de mon ressenti va aider l'autre personne à ressentir quelque chose, à ressentir qu'elle ressent quelque chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi j'y suis arrivé, disons que je suis devenu des guérisseurs, comme ça, parce que j'en ai pris conscience, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. À partir du moment où on est dans le bon ressenti, on est obligé d'aider les autres à le ressentir. Après, il faut qu'ils le veuillent aussi, ça c'est sûr, ça vient pas comme ça, dire moi je vais te guérir, là c'est foutu. C'est quelque chose qui se passe. Au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gens alcooliques, SDF, très violents, qui nous pourrissaient un peu les assemblées générales, qui intervenaient n'importe comment, qui ne voulaient jamais rendre le micro. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, parce qu'ils ont eu en face d'eux des gens absolument tolérants, qui les ont accueillis, qui les ont écoutés, qui ne nous ont jamais rejetés. Et là, j'admire des tas de gens qui étaient à Nuit debout. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, ils sont là, ils sont clean, ils sont bien habillés, ils boivent plus, ils distribuent des tracts, ils sont complètement engagés dans ce mouvement. Moi, je dis ce mouvement parce que la complexité, ou en même temps que la complexité, c'est la révolution. Ce qu'on fait, c'est révolutionnaire, c'est ça la révolution. Notre mouvement est éminemment subversif. Quand on est là, et toutes les discussions que l'on a, les commissions que l'on fait, les affiches, les actions que l'on fait, c'est subversif et c'est révolutionnaire. Et la révolution est en marche. Et elle n'est pas violente.
Il ne faut plus avoir peur de ce mot-là. Moi, je pense que c'est ça la révolution. Et c'est vrai qu'il faut aller au-delà des théories marxistes et ultra-gauchistes. Il faut voir ce que l'on fait concrètement sur le terrain. Et nous faisons des choses extraordinaires. Dans le sens où ça sort de l'ordinaire. Voilà. Bravo, c'est très bien. Oui, je t'applaudis. Alors, moi... en tout cas, de ce que tu disais là, tu parles de révolution. Moi, ça me fait penser par rapport à ce que disait Didier, c'est ça, c'est la première fois que je prends la parole ici. Hein. Voilà, c'est bon. Tu parlais de ressenti, tout ça. Moi, ça me parle énormément ce que tu racontes. Moi, je pense déjà que c'est une révolution intérieure, déjà. Vraiment, tu parlais de dualité tout à l'heure, et je pense que si on raisonne comme ça en termes de dualité, blanc, noir, homme, femme, moi, ça me parle pas. Moi, j'ai envie de rajouter une notion qui est l'interdépendance. Et tout à l'heure, tu parlais de bouddhisme, alors sans faire de prosélytisme. Moi, ça fait quelques années que je m'intéresse à cette philosophie, et elle m'apporte vraiment au quotidien. Et tout à l'heure, tu parlais de ça, et je pense qu'on est tous interdépendants, on est tous unis, et on a tous quelque chose à transmettre. Et moi, j'ai commencé un petit peu la méditation, j'ai fait quelques enseignements bouddhistes, et moi, je me suis changée énormément, la représentation au monde aussi. Et tu parlais aussi tout à l'heure de comment on fait pour vivre avec toutes ces injustices, hein, c'était un peu ça, toutes ces contradictions. Et en fait, oui, moi je suis peut-être un peu comme vous, hyper idéaliste, je suis une putain d'utopiste. Et en fait, la méditation, moi, m'a aidé un petit peu à calmer toute cette colère que j'ai en moi, quoi. Et en fait, il y a un maître lama un jour qui m'a dit, Bouddha, en fait, il a appris il a donné des enseignements à ses élèves, il avait des disciples. Il a dit, mais tu sais, c'est impossible de mettre une semelle de cuir sur toute la terre. Je ne sais pas si tu connais ça. Pour y marcher, parce que ce serait plus doux en fait. Par contre, ce que tu peux faire toi, c'est d'en mettre sous tes propres chaussures. Déjà, donc en gros, ça signifie que tu peux t'apaiser toi, ton cœur, ton esprit, déjà, et être en accord avec ton environnement. Et moi, ça m'aide, mais vraiment au quotidien, cette parole, tu vois. Et je suis ressortie là-dedans, j'étais en pleurs, quoi. Et je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je raconte, mais voilà. Donc je voulais vous en faire profiter parce que moi, ça me guide au quotidien. Merci. Merci Didier pour ton intervention. Oui, je voulais préciser que je ne suis pas spécialement bouddhiste, mais le problème c'est que notre langue justement elle est binaire, et surtout ce que je disais ça vient surtout d'un scientifique qui s'appelle Francisco Varela, qui est un Chilien, et qui est le premier qui a démontré comment fonctionnent les cellules, enfin le système immunitaire et les cellules, comment elles arrivent à discriminer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui doit être transformé, comment ça doit être transformé, parce que notre corps est une merveille, vraiment, il faut rien qu'à l'étudier, enfin, comme le monde, comme la nature, c'est tout. Je crois qu'on va me prendre pour un fou, mais je suis émerveillé tout le temps, quoi. C'est formidable, c'est fou ce qu'on ait bien fait, même moi, si vous vous rendez compte. Et c'est vraiment, c'est important justement pour arriver à passer à la conscience de ce qui se passe. Et ce que tu décris aussi, c'est un autre aspect, disons, de la complexité, mais que j'ai pas le temps de développer, c'est que il y a différents stades, enfin il y en a plein de manières d'y arriver, et dans le langage, surtout avec les autres, pour arriver à exprimer ce qu'on ressent, parce que c'est important. Et une fois qu'on l'a ressenti, qu'on le vit,
on a envie de le dire à tout le monde, mais si on le dit comme ça, sans préavis, dire, bon, ben, c'est sûr qu'on est classé comme fou, et dire, bon, le pauvre, il a pété les plombs, ben, ça y est, quoi. Non, il faut savoir le dire, il faut savoir l'expliquer. Mais alors, il y a un processus qui se fait, c'est qu'au départ, dans le langage normal, on va dire, on est dans l'alliance, c'est-à-dire on est lié par rapport au langage, à la culture, etc. Donc il faut se délier. Il faut arriver à mourir au langage de tout le monde et ensuite se relier avec son propre langage. C'est pas moi qui ai inventé, hein. Et c'est quelque chose qui... Comment dire? On apprend des tas de choses, mais par exemple aussi, on apprend à se relier avec la mort. Parce que se délier, c'est mourir quelque part. Et dans notre société, la mort, ça n'existe pas. Non, non. Dire, s'il y a un drame, un accident, oui d'accord, bon, ben, on enterre les gens, puis c'est fini. C'est comme, on vit comme si on ne devait jamais mourir. Dans la société organisée, comme si on était tous immortels. Et on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas, dans le monde on n'en parle pas, mais mourir c'est pas la fin de quelque chose, c'est une transformation. Et chaque fois qu'on transforme quelque chose, mais qu'on est conscient de ce qui se passe dans la transformation, c'est qu'on arrive à la suivre. On l'a provoqué, on sait pas bien comment, on ne sait pas pourquoi, mais petit à petit, on arrive à ressentir cette transformation, cette métamorphose qui est en train de se passer. Et à un moment de mort, je ne trouve pas d'autre mot, ça peut être d'abandon quelque part, mais c'est aussi des mots piégés par la religion. Et ensuite, un processus de renaissance mais intérieur, par rapport à soi-même, on sent qu'on est devenu quelqu'un. On peut, si on se regarde dans la glace, on n'est plus le même. Pourtant, bon, physiquement, il n'y a rien qui changé, mais on voit qu'on n'est plus le même. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bon. Il nous reste une toute petite dizaine de minutes. S'il y a d'autres réactions, d'autres questions, n'hésitez pas. Vraiment, s'il n'y a personne, parce que j'ai déjà parlé, c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, où il y avait... Non, c'est bon, je t'ai déjà complimenté. C'est pas une question de compliment, je dis pas ça pour te faire plaisir, je dis ça parce que je te pense. Il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup avec les compliments, c'est... tu dis quelque chose, l'autre... voilà, tu dis par exemple, ah, j'aime bien ce que t'as sur toi, il te dit merci. Mais non, je te le dis pas pour que ça te fasse plaisir, je te le dis parce que je l'aime bien. Ça, tu me dis moi aussi, si tu le portes, normalement oui. Bon, bref, aparté. Mais... Hegel disait que le mot c'est le meurtre de la chose. Donc en effet, c'est pas que se délier du langage, enfin relié avec la mort, c'est plutôt que c'est le langage qui fait percevoir nous-mêmes et le monde comme des choses mortes. Parce qu'on a mis des mots dessus, on les a tués. Donc en effet, sortir du langage pour retourner à un rapport aux choses qui soit en dehors des catégories du langage. Et là, on est dans un rapport de vie. Donc en fait, la mort elle est déjà là, avec le langage. D'ailleurs, le langage, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand chose d'autre, mis à part à continuer à faire vivre les morts d'avant. Voilà, ça sert à ça le langage. À tous ceux qui sont morts, bah, ils sont encore là parce qu'on parle d'eux. Voilà. Sinon, à communiquer, en fait, mais même pas quoi, enfin on communique à travers d'autres morts, c'est tout ce qu'on fait. Donc, en effet, se délier du langage, j'ai adoré, hein, ça t'as bien vu, se délier du langage, c'est-à-dire faire une rupture avec cet environnement mort dans lequel on est habitué à vivre parce qu'on se le représente à travers des mots. S'il y a d'autres réactions, je vais essayer de conclure là-dessus, je pense. Si, ouais, Oui, je voudrais dire aussi que ce qui caractérise Nuit debout, c'est que le langage n'est jamais seul, c'est-à-dire il est toujours accompagné d'une action. C'est-à-dire c'est un territoire où on peut agir. Et donc il y a des gens qui se passent de mots ici, et c'est pas seulement les plasticiens, ils sont là
Et par leur présence, ils font que Nuit debout existe. Il n'y a pas de mot pour, il n'y a pas de mots là. Quand on parle où les gens ne sont pas entendus, Je te laisse conclure du coup. il y a un système qui est anti-corruptif. Par rapport à ce que tu disais, c'était... Enfin, je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, ce soit un peu choquant. Mais simplement pour vous dire comme je suis doué. Et quand j'étais ado, que je connaissais rien de religion, de philosophie, ni de quoi que ce soit, j'ai passé mes journées à jouer. Enfin, pour vous dire la culture dans ma famille, mon père était gendarme. Oui, j'ai pas choisi. Mais quand j'étais ado, que je me baladais en ville, et je voyais des gens normaux, on va dire. De temps en temps, ça me prenait l'envie de les prendre par les habits, de les secouer, dire mais bougez, mais dansez, mais faites quelque chose, vous êtes vivants. Pour moi, ça voulait dire plein de choses, mais bon, je l'ai jamais fait. J'ai compris que c'est un truc qui se fait pas, surtout que bon, mon père m'aurait mis en prison s'il avait vu ça. Mais c'est comme tu disais, quelque chose qui est... On a une vie de mort. On est comme des mannequins, comme des automates, on est des automatismes, enfin, surtout à Paris. Moi, ça me gêne beaucoup en Paris. Mais parfois, par exemple, même dans le métro, il suffit de voir quelqu'un, de faire un sourire, et tout change. Et c'est possible, mais s'il y a un but derrière, ça ne marche pas. Si c'est comme ça vient spontané, gratuit et ça passe, voilà, ça passe. Tout passe. Nous, on passe aussi. On reste sur la terre pas trop longtemps. Alors autant prendre son pied. Parce que c'est un truc, une formule que j'utilise souvent, puis je vais finir là-dessus. On n'est pas là pour s'emmerder. Merci de tout. J'ai encore deux questions en fait, donc si on y va, ouais, allez. Et donc, du coup il y a Ulysse. Bon non, parce que ça va être trop long, mais j'ai une position complètement différente, parce que les langages, c'est à l'origine de la pensée. Et renoncer à l'histoire, c'est perdre tout le travail de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, peut-être même des millions d'années. Donc, je ne liquiderai pas la chose avec la complexité. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Merci. Oh, bonjour mes amis. Comme disait le porteur de moustache, mon père il porte les moustaches, c'est pareil. C'est une grande signification chez nous les Algériens. Bref. Je voulais vous dire par rapport à notre collègue qui a dit quand vous voyez quelqu'un dans le métro et voulez porter un sourire, tout ça, ça me rappelle quand j'ai connu Camille, en fait elle me regardait et je lui ai fait un sourire, elle m'a fait un sourire, je suis parti lui parler. Ça serait bien que beaucoup de couples se forment comme ça parce que je vois qu'il y a pas mal de célibataires. Et vive la paix, vive l'Algérie, vive la France, vive tout le monde. Tout le monde il est beau. Et merci beaucoup, très cher collègue. Merci à toi, pas de soucis. Merci d'avoir tenu. Bon, bah du coup, on a conclu ce débat. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir participé, parce que ça aurait pas été même sans vous. Et du coup, on a fini la journée pour nous. Et pour ceux qui ne savaient pas encore, on était à la commission de éducation populaire. Du coup, je voulais, juste avant que vous partiez rejoindre un peu ce qui se passe sur la place, vous dire qu'il y a une journée thématique le dimanche, chez le fil, voilà, le dimanche 2 octobre. Est-ce qu'on dit le thème ou pas encore? Voilà, on a le titre, donc, se connaître et faire ensemble, c'est ça. Ah, donc se connaître et faire ensemble, voilà la thématique de la journée du 2 octobre.
Et donc voilà, on a préparé des ateliers, des débats autour d'idées un peu. On a commencé à en parler là dans le dernier débat. Donc ça sera un peu autour de ça. Voilà. On ne dit pas forcément que ça sera de 15h à 15h. On n'a pas encore vraiment dit l'heure de fin. Enfin à 19h on arrêtera de faire certaines choses et ça se poursuivra encore un peu en débattant sûrement. Donc voilà. De 15h à au moins 19h, grand minimum. Voilà. Et donc sinon on est là aussi vendredi prochain donc pour l'atelier de 18h à 20h sur quelle société veut-on, et on est toujours sur le rapport aux autres il me semble, et donc ensuite on sera là aussi du coup samedi et dimanche. Voilà, merci beaucoup encore à vous et à très bientôt.